Bonjour à tous, pour ceux qui sont déjà connectés, donc on va commencer d'ici 2 minutes pour laisser, le temps, peut-être aux retardataires de nous rejoindre. Merci de vous connecter pour ce webinaire qui a pour terme donc l'expérience client et l'UX design. Je serai du coup votre, animatrice, lors de ce webinaire. Je me représenterai plus en détail après, mais je suis donc Sabrina Letté, je suis UX, UI designer, senior au sein de Calliope, qui est une entreprise digitale montpelliéraine. Et donc, le thème qu'on va vraiment creuser ensemble, du coup, ça va être de comment optimiser votre parcours client grâce à l'analyse de l'expérience de vos utilisateurs. Et donc, sans rentrer trop en détail de ce qu'on va voir par la suite, on va analyser certaines de nos méthodologies qu'on utilise aujourd'hui à Calliope, du coup, pour travailler sur cette expérience client. Pour démarrer, je le répéterai après, pour ceux peut-être qui seront en retard, n'hésitez pas, vous avez un chat à droite qui vous permet du coup de poser vos questions ou même d'échanger entre vous si vous le souhaitez pendant le webinaire. Et donc les questions seront mises de côté et on aura 15 minutes à la fin où je pourrai redéplier toutes ces questions donc, que vous aurez mises pour y répondre. Donc voilà, si vous en avez au fil de l'eau, n'hésitez pas à les noter dans le chat, elles seront prises en compte à la fin. Alors, du coup, je vais attendre encore une petite minute pour voir si d'autres personnes. Je vois que tout le monde arrive petit à petit. Donc, on va commencer. Il est 16h01, donc vous êtes déjà 30 connectés. Donc, merci à tous de vous être joints à moi aujourd'hui. Alors, pour démarrer un peu plus en détail, donc, pour me présenter, comme je le disais, je suis Sabrina Letté, je suis lead UX UI à Calliope. J'ai un peu plus de 6 ans d'expérience dans mon métier, dans le numérique en général. Ça fait, cette année, ça fera 2 ans que je suis au sein de Calliope à Montpellier. Avant ça, j'étais en région parisienne. J'ai pu exercer dans différents types de structures, que ce soit d'une petite au tout début entreprise digitale 360 en région parisienne, une plus grosse structure type ESN, Sopra Steria par la suite au sein d'un pôle UX dédié à l'intérieur de la structure, et maintenant donc à Calliope. J'ai récemment passé une petite certification en Accessi Web, donc c'est pas forcément un sujet qu'on va creuser aujourd'hui. Pour parler un peu de Calliope de façon globale, pour que vous puissiez vous projeter un peu dans la démarche qu'on a aujourd'hui. C'est une entreprise on accompagne tous nos clients tout le long sur leurs projets digitaux. On a une appétence particulière pour tout ce qui est e-commerce, cloud, IoT, tout ce qui est mobile, et notamment le pôle au sein duquel j'interviens, donc le pôle expérience, où là, on va vraiment mettre au cœur de la réflexion et de la conception de vos produits, donc vos utilisateurs qui sont vos clients. Voilà, pour faire rapidement état des lieux. Donc, par exemple, on a au cœur de nos méthodos toute l'approche design thinking pour vraiment intégrer donc les besoins de vos clients, les prendre au fil de l'eau tout le long des process de conception, et un pilotage agile qui permet de facilement itérer et d'accompagner vos équipes sur les différentes problématiques qu'elles peuvent rencontrer. Donc le constat aujourd'hui, c'est que pour un produit qui est existant, c'est pas toujours simple de visualiser pour vous les différents leviers d'amélioration qu'on peut avoir, notamment sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'expérience client slash pour nos utilisateurs. Pourtant, avec des outils plutôt simples à utiliser, on peut facilement identifier du coup ces différents leviers et adapter la communication pour les actionner et améliorer du coup le process et l'expérience client-utilisateur. Donc là, je vais vous parler plus en détail. Je ne vais pas vous faire toute la méthodologie globale parce qu'on n'a que 30 minutes ensemble là où je présente le sujet et ensuite quelques questions. Donc on va plutôt creuser ce que nous, on utilise beaucoup. C'est un outil qui s'appelle Hotjar qui permet en gros, une fois installé sur votre produit digital, d'observer comment vos utilisateurs et vos clients du coup naviguent sur votre produit. Et aussi un autre outil, tout ce qui est test, qu'il soit modéré ou non. Alors modéré, non modéré, ça parle pas forcément, donc je l'expliquerai en détail après, pas de souci là-dessus. Mais en gros, ça va être de tester directement le produit avec vos clients, donc les utilisateurs. Soit modéré, ça va être moi, donc un designer, un designer qui va mener donc ce test avec la personne, que ce soit en physique ou à distanciel.
ou non modéré, où là, on va utiliser un autre outil dont je vous parlerai plus en détail après, qui permet que la personne en autonomie fasse son test. Donc voilà un peu pour les grandes lignes de ce dont on va parler par la suite. Donc rapide sommaire, donc je vais vous faire une présentation assez succincte de notre méthodologie globale. Dans un deuxième temps, on va vraiment voir comment recueillir les données de vos clients via Hotjar et les tests. Et ensuite, dans une troisième phase, comment analyser et prioriser les améliorations qu'on va pouvoir identifier grâce à tout ce qu'on va observer. Pour la méthodologie globale, donc nous, on fonctionne en 4 grandes phases, toujours centrées sur vos utilisateurs, donc user-centric, comme on peut l'entendre souvent. Donc, on a une première phase qui va être comprendre, qui va vraiment être tout ce que vous pouvez entendre par rapport à la recherche utilisateur. Donc là, ça va vraiment aller creuser, ça peut être de l'observation terrain, ça peut être des audits Hotjar, donc dont je vais vous parler par la suite, des interviews utilisateurs, ce genre de méthodologie. Une deuxième grande phase qui va être de définir, donc ça va être établir les différentes problématiques que vos clients utilisateurs peuvent rencontrer et du coup de voir comment on peut améliorer les choses. Imaginer, ça va vraiment être tout ce qui est co-conception, donc c'est là aussi qu'on va vraiment avoir de l'importance sur tout ce qui est design thinking, donc ça va être la co-conception avec vous, avec les différents acteurs clients, donc pour nous, vous êtes nos clients, donc avec vous, construire du coup des solutions qui se veulent innovantes, qui facilitent et qui répondent aux attentes de vos clients. Et enfin, la dernière grande étape, sachant que tout ça, c'est des itérations suivant les problématiques identifiées, d'où le fait qu'on voit les flèches, car c'est un cercle vertueux. Et la dernière étape, ça va être de tester. Donc, ça va être de présenter ces hypothèses de solutions à vos clients, donc aux utilisateurs, afin de valider ou non ces dernières, afin de vérifier si on est sur la bonne piste et qu'on répond bien aux problématiques qu'on a identifiées, et donc d'améliorer et de donner à vos clients d'utiliser votre produit. Pour aller un peu plus loin, donc dans la phase de analyser, comprendre, donc c'est vraiment, comme je le disais, de mettre vos clients et prospects au cœur du processus. Et donc les formats possibles, pour un peu plus en détail, même si j'ai commencé à les énumérer, ça va être vraiment les interviews, questionnaires exploratoires, qui est un simple lien qu'on peut envoyer à un grand panel d'utilisateurs qui permet de recueillir beaucoup de données. Donc c'est ce qu'on appelle de la recherche quantitative. Les audits, qu'elles soient via Hotjar, dont je vais vous parler ensuite, ou des audits ergonomiques, donc menés par un UX designer. Ça peut être du benchmark de la concurrence, des ateliers de vision qu'on va construire avec vous, ou des audits SEO, par exemple. Autre grande phase, donc tout ce qui est analyser les comportements et suivre des KPI, donc ça va vraiment être de l'étude data, donc pour analyser, améliorer l'expérience client à partir des données qui sont disponibles. Donc les formats possibles, il y a l'analyse des cibles via les personas qu'on peut construire ensemble, la conception des parcours, création et création des pages, du design print, du design studio. Donc ça, c'est d'autres méthodologies dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais c'est juste histoire de l'avoir en tête. Co-construire les ateliers, donc là, ça va vraiment, par exemple, être avec vous, construire les personas, des expériences maps pour aller plus loin, creuser du coup les parcours de vos clients. Ce genre de choses. Ça va jusqu'au wireframe, création artistique, déclinaison UI. Donc ça, pareil, c'est juste pour l'avoir en tête, mais c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Et la grande phase aussi dont on va parler aujourd'hui, ça va être les tests. Donc modérés ou non modérés. Souvent, nous, on recommande de faire les deux puisqu'ils se complètent. Parce que les tests modérés, c'est du quantitatif. Ça va être un plus petit panel d'utilisateurs, mais vous allez pouvoir échanger, creuser des sujets. Et non modéré, ça va être un grand panel, mais où vous n'allez pas avoir d'interaction directement avec vos clients. Pour la partie comment recueillir les données de vos utilisateurs, donc comme je disais, on va commencer par l'audit Hotjar. Donc c'est un outil qu'on utilise beaucoup à Calliope, qui est très intéressant, car une fois sur votre site, comme je disais, il permet, grâce à différentes matérialisations, de voir comment vos clients navigue, utilise votre outil. Donc là, par exemple, pour imager les choses, j'ai utilisé notre propre site, donc c'est le site de Calliope. Donc, on va voir plusieurs façons d'avoir les données de navigation de nos clients ou des utilisateurs qui passent sur notre site. On va voir d'abord des cartes de chaleur. Donc, on en a 3 possibles. On a une carte de chaleur, par exemple, on va analyser tout ce qui est clic. C'est à partir du moment où la personne a cliqué à un endroit sur le produit, donc ici le site web, on va voir qu'elle a interagi avec tel ou tel élément. Deuxième type de carte de chaleur, ça va être vraiment le scroll sur l'ensemble de la page. On va avoir ensuite la carte de chaleur des déplacements de la souris qui complète, on va dire, ce qu'on va observer souvent par rapport aux cartes de chaleur avec les clics.
Le deuxième format, ça va être vraiment des vidéos de leur navigation, à partir du moment où ils interagissent sur le site, s'ils ont accepté les cookies, car s'ils n'acceptent pas les cookies, par contre, on n'a pas du coup les droits de recueillir les données de navigation. Donc la navigation ne va pas être du tout prise par Hotjar, mais s'il accepte les cookies, on va pouvoir du coup tout traquer et tout enregistrer. Donc s'il a accepté, on a donc ses cartes de chaleur et on a des vidéos de sa navigation. Donc là, on n'a ni son ni image, on va vraiment juste avoir une vidéo, comme on peut le voir ici, où on va voir sa souris se déplacer, on va voir où est-ce qu'il clique, qu'est-ce qu'il survole, etc. Donc ça nous permet de vraiment observer tout du long et de compléter ce qu'on va voir, observer, interpréter sur les cartes de chaleur. Et en troisième option, ce qu'on peut ajouter, ce sont des formulaires cibles sur certaines pages précises ou l'ensemble du site avec des conditions. Donc ça, on va pouvoir le creuser par la suite également. Donc là, pour creuser un peu les cartes de chaleur, donc là, vous avez la représentation, par exemple, vraiment de la carte de chaleur du clic. On va voir les zones. Plus on va voir des couleurs chaudes, rouges, ça veut dire que ça a été cliqué, qu'il y a eu de l'interaction avec cet élément. Donc là, on observe, par exemple, qu'il y a beaucoup d'interactions au niveau du menu et qu'il y a assez peu d'interactions sur le reste de la page, qui est, somme toute, cohérent pour ce type de produit. Mouvement, du coup, comme je le disais, c'est souvent corrélé au clic, puisque c'est là que la souris est le plus passée. Mais on peut voir qu'il y a eu pas mal de passages, de lecture, parce qu'on a un peu cette habitude, pour certaines personnes, lorsqu'on lit quelque chose, même sur le net, on va survoler avec sa souris. Donc on observe qu'il y a eu de la lecture au niveau de ces différents blocs. Et au niveau du scroll, pareil, on va toujours avoir la zone la plus chaude en haut, puisque c'est la page sur laquelle on arrive. Donc si on arrive sur cette page, on a forcément vu ce contenu. Et plus on descend, plus on tombe dans du froid, donc ça veut dire moins la page a été consultée à ce niveau-là. C'est pour ça que, par exemple, on va toujours recommander de mettre les contenus les plus importants haut dans la page, puisqu'ils ont plus de chances d'être consultés par vos clients. Donc, plusieurs typologies de filtres sont disponibles sur l'outil afin d'affiner, en gros, votre vision par rapport à ces données. Donc là, c'est le résultat de la carte de chaleur, mais dans l'intégralité de l'interface de l'outil, on peut filtrer par temporalité. Par exemple, si vous avez mis votre jar depuis 1 an, vous pouvez très bien filtrer sur les données uniquement depuis 1 mois, uniquement sur 6 mois et ou sur l'année écoulée. Ce qui vous permet d'avoir une vision plus fine de l'évolution de ces données au cours du temps. On peut aussi filtrer par chemin, la page qui nous intéresse, par laquelle il est arrivé en amont, par laquelle il va sortir, les séances, donc ça va être le temps de la navigation, la durée totale de la navigation sur le produit, le pays d'origine de la personne. Alors oui, pour donner un peu de contexte, les données sont anonymisées, donc on n'a aucun moyen de savoir qui est la personne des données qu'on consulte. Cependant, on peut avoir des données telles que le navigateur qu'il a utilisé, s'il était sur mobile, sur tablette, sur desktop, de quel pays d'origine, etc. Donc ça nous permet d'avoir des données complémentaires qui peuvent être très intéressantes dans certains cas. On peut aussi observer les comportements, par exemple ce qu'on va appeler le rage click. Par exemple en e-commerce, quand souvent quelque chose bug ou ne fonctionne pas, on va souvent observer qu'il y a beaucoup de clics dans un temps très court à un endroit. Et ça, l'outil peut mettre une petite alerte et détecter un rage click qui est souvent synonyme de mécontentement ou de frustration. Donc voilà, hop, pardon, c'est moi qui fais une fausse manip. Par la suite, pour tout ce qui est donc des vidéos, donc pour l'interface vidéo, comme je disais, on retrouve un exemple ici, la navigation. On voit que le fil rouge, c'est la dernière navigation de la souris sur la page. On voit ici un peu un bout de l'interface où on voit les zones d'activité, car souvent, quand on va sur un site, on va avoir des moments actifs. Des fois, on peut très bien partir faire autre chose, revenir. Donc là, ça permet de voir le temps passé, mais de le contextualiser au temps d'activité sur le site en question. Donc là, comme je le disais, on peut voir, donc c'est anonymisé, on a un code identifiant, mais on n'a aucun moyen de savoir qui était la personne dont on consulte la vidéo. Mais on voit que c'est une personne qui était en France. La date, l'heure, le type de desktop, le format de l'écran, que là il était sur Windows 10, etc., qu'il a fait 18 actions en tout lors de sa navigation. On peut voir aussi très rapidement les différentes actions qu'il a fait, quelles sont les conséquences, donc où est-ce qu'il a cliqué, vers quoi ça l'a redirigé. Donc ça peut être assez intéressant dans tout ce qui est étude des parcours de vos clients. Donc voilà.
Il est important, en tout cas quand on fait une audit de JAR, dans tous les cas, c'est comme vous pouvez le voir, c'est de l'observation. Donc on va être beaucoup dans de l'interprétation des données qu'on voit. Donc c'est très important de compléter ça avec des tests qui soient, modérés ou non, ou des interviews, afin d'avoir vraiment les commentaires des utilisateurs et de pouvoir observer, dans des conditions réelles leur navigation. Car des fois, on va interpréter tel ou tel comportement. Or, une fois le test ou l'interview, on va voir le contexte de ce comportement et comprendre que parfois on s'était fourvoyé, puisque forcément on interprète les données et c'est toujours important d'avoir la donnée contextualisée avec votre client. Pour les formulaires dont je parlais tout à l'heure, ça va être par exemple ici, on a contextualisé le formulaire qui était discret, il était en bas à droite. Vous avez la possibilité de le mettre en grand, par exemple, sur la page si vous voulez qu'il soit plus visible. Nous, on recommande de ne pas trop être intrusif, puisque de toute façon, le formulaire n'est pas obligatoire. Donc, il vaut mieux inciter l'utilisateur à le compléter, puisque vous, ça vous donnera de la donnée, ce qui est important pour vous, et pas de créer de frustration ou d'avis négatifs par rapport à ce formulaire pour qu'il y ait plus de chances d'avoir des retours. Donc là, c'était simple, c'était par exemple lorsqu'il quittait du coup l'écran navigation du site, donc ça donnait l'indication qu'il allait quitter le site. On voulait savoir si lors de sa navigation, il avait réussi à avoir ou non les informations pour lesquelles il était venu. Et donc, très simplement, on va avoir des graphes qui vont nous dire si oui ou non c'était le cas. Là, par exemple, on voit qu'on avait... alors, j'ai plus les pourcentages, mais en gros, on va dire 40% à la louche de oui. Réponse, est-ce que j'ai trouvé les informations? Oui. Et non, on en avait quand même un peu plus, on avait 60%. Et donc là, nous, on avait contextualisé. S'il cliquait sur non, il allait sur un commentaire et pouvait du coup en texte libre préciser qu'est-ce qu'il était venu chercher et pourquoi il ne l'avait pas trouvé, pour nous donner de la matière pour améliorer potentiellement sa future visite sur le site. Du coup, en commentaire important, il est très intéressant de capitaliser sur les questions, puisque justement, ça va vous donner des données qualitatives, en plus du quantitatif qui est simplement le oui/non, et laisser à l'utilisateur la possibilité de vous donner du contexte par rapport à ces questions. La petite parenthèse, donc même à cette étape, grâce à l'analyse des données collectées depuis les outils, donc nous, on utilise notamment Hotjar, mais par exemple, il y a aussi Google Analytics, Pixel Facebook, Mailchimp également, ce genre d'outils. Ça permet vraiment d'avoir des informations précieuses sur vos utilisateurs, leurs habitudes de navigation, et leur retour de potentielle frustration. Donc nous, on travaille main dans la main à Calliope avec les experts SEO. Car on a toujours également, l'expérience client permet aussi, grâce au SEO, d'être améliorée, puisque souvent ça va de pair. La logique SEO permet de faciliter les parcours, permet d'atteindre plus facilement les informations critiques pour les utilisateurs et les clients. Donc on travaille vraiment main dans la main dans la construction de tout ce qui est parcours, données visibles par l'utilisateur par rapport à ça. Pour la partie test utilisateur, donc comme je le disais, nous, on a vraiment deux grandes typologies de tests qu'on travaille. Donc, ça va être les tests modérés. Là, par exemple, vous avez un screen, on les fait en physique ou en visio. Surtout depuis la période Covid, il y a beaucoup de choses qui sont digitalisées. Donc maintenant, c'est monnaie courante en fait de pouvoir faire les tests en visio. Même les clients, les utilisateurs sont habitués à ça maintenant. Donc c'est beaucoup plus facile de les atteindre. Notamment, ça va faciliter si vous avez un panel de clients qui est très diversifié à travers la France, voire dans d'autres pays. Ça permet très facilement de pouvoir les intégrer, les questionner à distance. Pour les tests non modérés, qui sont eux pour le coup toujours en ligne, on utilise l'outil Maze, dont je vous parlerai plus en détail par la suite. Donc, on peut voir un screenshot ici où, par exemple, on testait des hypothèses par rapport à des wireframes d'une application mobile qui permet d'avoir des retours très rapides d'un grand panel d'utilisateurs, parce qu'une fois que vous avez fait votre test, c'est un lien simple à partager. Donc, le panel peut être de 50 à des milliers de personnes, suivant comment vous décidez de le partager. Ça pourrait être, par exemple, par des réseaux sociaux. Vous pouvez atteindre facilement votre public. Donc de façon plus globale, comme je le disais, afin de compléter les observations des données qu'on va avoir par exemple par l'outil Hotjar, il est important de coupler toute cette partie de recherche avec vraiment des tests utilisateurs sur votre produit existant afin d'identifier en contexte réel les comportements qu'on a pu observer et les potentiels retours de vos clients et des utilisateurs. Lors du test, ce qui est surtout important, c'est que les utilisateurs peuvent manipuler le produit
suivant un protocole qu'on va définir ensemble pour définir les parcours, les objectifs qu'on veut tester. Si on sait par exemple que, imaginons que vous auriez un produit d'une application mobile, on sait qu'une étape est critique, par exemple la conversion du panier est assez faible et on souhaite l'améliorer, donc on sait que ce qu'on veut tester et l'effort qu'on souhaite mettre est sur cette étape, cette feature, on va le dire souvent. Donc on va vraiment faire des tests et des protocoles de test axés sur cette action pour voir comment elle est reçue, quelles améliorations on va pouvoir faire, la faire tester, voir si effectivement la conversion est meilleure, qu'en pensent les utilisateurs, etc., avant de la mettre en place. Alors, du coup, là, c'est une simplification de ce que j'ai déjà dit, mais pour aller un peu plus en détail, du coup, les tests modérés, c'est un one-to-one, donc tête-à-tête, entre l'animateur, qui est en général un UX designer comme moi, votre utilisateur cible, votre client. Il permet d'apporter de la donnée quantitative, donc des retours concrets basés sur des ressentis, de pouvoir en live, s'il y a un problématique, un point de frustration qui est identifié, pouvoir rebondir tout de suite dessus et intégrer l'utilisateur s'il a des potentiels retours directs à faire. Ça nécessite une préparation préalable d'un protocole de test, comme je le disais, et ça peut être réalisé à distance ou en présentiel, donc c'est très flexible. Pour les tests non modérés, donc là, c'est vraiment réalisé en autonomie. On envoie le questionnaire, donc ça peut être un questionnaire simple, ça peut être un questionnaire avec des écrans, ça peut faire de l'A/B testing, on peut intégrer un prototype qui va simuler certaines interactions. Donc pour l'exemple, pour continuer, ça peut très bien être fait en test modéré. On intègre du coup nos écrans pour cette partie panier et donc on va demander à l'utilisateur d'essayer de faire l'achat de tel produit. On prépare les écrans, on prépare le parcours et le prototype et il peut le faire lui en autonomie chez lui. Nous, on aura directement la donnée de ce est-ce que oui, il y est arrivé, est-ce que non? Est-ce qu'il y est arrivé par le parcours qu'on a prévu? Est-ce que peut-être il y est arrivé autrement, si on a prévu un protocole assez large? Et si oui, comment? Donc voilà, ça permet d'avoir vraiment toute cette donnée, de pouvoir potentiellement lui mettre une question ouverte après en lui disant qu'est-ce qu'il en a pensé? Est-ce qu'il a trouvé ça simple ou non? Est-ce qu'il a des retours? Est-ce qu'il a des idées potentielles? On peut capitaliser beaucoup là-dessus quand on intègre les utilisateurs, enfin les clients. C'est en ça que c'est important de faire des tests. C'est vraiment même si eux, par exemple, ont déjà utilisé une application où ils trouvent ça beaucoup plus simple, qu'on n'a pas forcément benchmarké de notre côté, ils peuvent directement nous faire un retour là-dessus. Nous, ce qu'on recommande, c'est que pour les tests modérés, d'avoir au moins une cinquantaine de personnes, sachant que, comme je le disais, une fois que le travail est fait, c'est un lien unique, donc que ce soit 50 à 10 000 personnes, ce sera le même travail derrière pour nous, quasiment. Autre question que j'ai souvent, donc qui pourrait être pertinent à présenter, c'est OK, on peut faire des tests, mais quand est-ce qu'on peut tester? Alors, pour être transparente, on peut tester à tout moment d'un projet. Ça peut être à la cadrage d'un projet, donc à la conception d'un produit, imaginons. Là, on va plutôt recommander, nous, de notre côté, des tests modérés, puisqu'on a moins d'intérêt à faire du test quantitatif à ce niveau-là. Pour plutôt tout ce qui est idéation, apporter de la valeur, nourrir de la conception ou des idées. Donc là, ça va plutôt être du tri de cartes, potentiellement des tests d'architecture d'information. Par exemple, si vous avez des doutes sur des wordings qui sont compréhensibles, ce genre de choses, ça peut très bien être testé à ce niveau-là grâce à Maze. Donc ce sera plutôt du test modéré via des questionnaires. Tout ce qui est étape de co-conception, où là, on va vraiment essayer de valider des hypothèses pour voir si on part dans la bonne direction avant d'investir plus de temps et plus de ressources. Donc là, on a le choix. On peut faire autant du test non modéré que du test modéré, voire coupler les deux. Quand on va un peu plus loin dans la conception, tout ce qui est, on va commencer à travailler plutôt tout ce qui est DA, graphisme, où là, on peut s'interroger des fois en conception de marque sur comment ça va être interprété par l'utilisateur, comment ça va être reçu, qu'en pensent mes clients de ce positionnement, etc. On peut effectivement faire les deux. On peut autant faire du test direct, du test indirect, donc non modéré et modéré. Et enfin, quand on va aller vraiment creuser tout ce qui est performance, donc ça va être vérifier les hypothèses, voire les améliorer. Donc là, ça va vraiment être du test ou de l'A/B testing. Et donc, on peut faire les deux également. Donc voilà, il va y avoir, suivant le besoin, on peut moduler les tests suivant les problématiques du moment pour vraiment aller chercher différents objectifs. Là, pour simplifier un peu, donc quelles données analyser et pourquoi. Donc là, c'est pour essayer de simplifier un peu quel type de données je vais recueillir, comment et pourquoi je le fais.
Par exemple, les zones de vue, là, ça va plutôt être carte de chaleur ou potentiellement les tests. Pourquoi c'est pertinent? Ça permet de voir si le contenu important pour vous est vu par vos utilisateurs, donc vos clients ou pas. Donc, c'est pertinent de savoir si on veut positionner, je ne sais pas, imaginons que vous aviez une nouvelle offre que vous voulez mettre en avant, suivant où vous la placez dans le parcours ou sur la page, comment elle apparaît, est-ce qu'elle est visible ou non par vos clients, et est-ce que derrière, du coup, ça va débloquer de la conversion. Deuxième type de données qu'on peut recueillir, donc tout ce qui est parcours pris par vos clients. Donc là, pourquoi? Ça permet de visualiser si l'ensemble des pages est vu, par quel chemin d'entrée ils y arrivent. Et donc là, on va vraiment utiliser les vidéos jar ou les tests utilisateurs. Les CTA qui sont utilisés ou non. Donc ça permet d'identifier les CTA qui sont réellement porteurs de conversion et comment les rendre plus attractifs si ce n'est pas le cas. Donc là, pareil, on va pouvoir utiliser les cartes de chaleur, notamment au niveau de tout ce qui est clic, les vidéos de navigation et les tests. Les points de friction, donc qui vont permettre d'améliorer la future expérience en solutionnant les problèmes justement qu'on va identifier. Donc là, c'est dans le but d'améliorer du coup l'expérience de vos clients. Donc là, pareil, ça va être surtout les vidéos de navigation et les tests utilisateurs. Autres données qu'on peut recueillir, donc tout ce qui est commentaires et remarques. Donc là, on va plutôt être sur du qualitatif. Donc ça permet d'avoir l'avis, le ressenti direct de vos clients. Donc là, ça va surtout être les tests utilisateurs ou les formulaires Hotjar, qui soient fermés ou ouverts. Ou encore le langage corporel, qui là va surtout être pour les tests utilisateurs, mais qui peut être très, très riche de sens. Ça permet d'avoir un complément d'information sur l'état d'esprit du participant, ce client utilisateur. Alors, troisième partie, nous, après avoir fait donc un peu toutes ces étapes, audit, test, parfois interview, on synthétise donc toutes ces informations. Parce qu'une fois que vous avez toutes ces informations, OK, j'ai ma liste d'input, j'ai ma liste de points de friction, j'ai toute cette donnée. Qu'est-ce que j'en fais derrière? Parce que voilà, des fois, on peut avoir beaucoup de choses qui vont remonter grâce à ces études. Donc, de savoir comment on priorise et on structure toute cette donnée. Donc après la phase d'audit et de test, nous, l'ensemble des données, des observations, des retours des utilisateurs, on les analyse et on les recoupe afin de prioriser les problématiques suivant plusieurs critères. Donc nous, ce qu'on va regarder, c'est la récurrence. Donc c'est est-ce que cette problématique ou cette observation que j'ai vue, est-ce qu'elle est récurrente? Est-ce que je l'ai observée plusieurs fois? Est-ce que je l'ai observée à travers différents canaux d'études? Le niveau d'urgence, est-ce que la problématique que j'ai identifiée, elle est critique? Elle est majeure, elle est mineure. Donc ça, on va le creuser après, je vous expliquerai plus en détail. Ce qu'on va aussi prendre en compte, c'est l'effort de résolution. Du coup, cette liste de problématiques que j'ai identifiées, est-ce que ça va être complexe ou pas à mettre une solution en place? Et est-ce que cette solution qu'on va porter, quatrième critère, elle a une plus-value forte, mineure, majeure? Donc en gros, c'est un peu les 4 axes que nous, on va creuser pour prioriser du coup cette liste qu'on va avoir à la fin de problématiques et d'observations. On va aussi, nous, en tant que UX, UI designer, beaucoup analyser tout ce qui est UX, donc tout ce qui est ergonomique. Donc nous, on s'appuie essentiellement sur les critères ergonomiques de Bastien et Scapin. Donc là, il y a un peu de doc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, c'est un référentiel qu'on utilise, nous, en tout ce qui est ergonomie web, en tout cas, pour analyser et classer un peu ce qu'on va observer. Donc, il va avoir par exemple tout ce qui est guidage, c'est ce qui permet à l'utilisateur de facilement naviguer sur votre produit. Charge et densité, s'il y a beaucoup ou pas d'informations, si elle est claire pour l'utilisateur, car pour information, s'il y a beaucoup d'informations, plus il y a d'informations sur une page, plus la charge et densité est haute, plus ça demande un effort cognitif à votre client pour pouvoir analyser et comprendre ces informations. L'homogénéité et la cohérence, si sur l'ensemble de votre produit, de votre site, de votre application, par exemple, les éléments sont cohérents. Pour des éléments qui sont, par exemple, un bloc de mise en avant de produit, est-ce qu'il va être cohérent et facilement identifiable sur l'ensemble de votre produit ou non? Contrôle des actions, ça va être est-ce que l'utilisateur comprend bien là où est-ce qu'il peut avoir des actions et est-ce que quand il les fait,
elle se réalise de façon compréhensible pour lui. Par exemple, s'il clique sur un bouton, est-ce qu'il voit bien que cet élément va être cliquable? Est-ce que quand il clique, il va bien être redirigé vers ce à quoi il s'attend, etc. La compréhension, est-ce que tout ce qui a été construit, toutes les données qu'il voit, toutes les interactions sont compréhensibles pour lui ou pas? Liberté, adaptabilité, ça va être est-ce que il rencontre pas de blocage dans sa navigation? Est-ce que l'ensemble des choses sont adaptables pour lui? Est-ce que, par exemple, le responsive est efficace? Ce genre de choses. Tout ce qui est gestion des erreurs, donc ça va notamment être le cas si vous avez des formulaires à certains moments, par exemple. Est-ce que, par exemple, il y a des facilités sur certains types de champs pour l'accompagner, par exemple sur les numéros de téléphone? Est-ce qu'il comprend bien qu'il peut facilement entrer un numéro de téléphone? Est-ce que s'il n'a pas rentré au bon format parce qu'il a fait une erreur de saisie, il a bien un message qui contextualise tout de suite qu'il y a une erreur et l'invite à la corriger? Ce genre de choses. Et compatibilité, c'est un peu transverse, c'est par rapport à que ce soit le support sur lequel le produit est utilisé, que ce soit le type d'appareil, etc., si c'est bien pris en compte. Pour les niveaux d'urgence, donc nous on a 3 niveaux d'urgence qu'on va utiliser, que vous allez voir en contexte ensuite. Critique, majeur et mineur. Donc critique, c'est vraiment un problème grave, c'est-à-dire que c'est une source d'erreur bloquante qui va bloquer votre client, votre utilisateur dans sa navigation. Les conséquences, c'est un risque élevé d'abandon de la part de votre client et potentiellement une mauvaise image aussi de votre produit, car pour lui, il y aura eu un bug. Donc ça ne va pas l'inciter à revenir. Majeur, ça va être un problème important, donc potentiellement source d'erreur, donc systématique ou perte de temps dans son parcours et dans sa navigation, mais qui n'est pas bloquant. Conséquence, ça peut être des actions longues et difficiles à réaliser et surtout causer de la frustration pour votre client, votre utilisateur. Et donc, pareil, potentiellement une mauvaise image et ça n'incite pas à revenir et ce n'est pas un gage de confiance pour lui. Mineur, ça va vraiment être des problèmes légers, voire négligeables pour l'expérience ou la performance, mais qu'on a quand même noté. Conséquence, la satisfaction utilisateur n'est pas parfaite, mais ça n'impacte pas l'expérience ou la performance globale de votre produit. Donc là, à partir de toute cette donnée, vous avez juste la structure, mais nous, on va présenter sur un support en condensant du coup toutes ces informations qu'on a vues ensemble. Donc ça fait beaucoup d'informations, c'est très condensé pour le webinaire, mais j'essaye d'être le plus ludique possible. Mais si vous avez des questions, n'oubliez pas, n'hésitez pas à les noter. Donc là, on va vraiment avoir le titre. Donc ici, c'est comment lire les résultats. Mais ça va être, imaginons que là, sur le site de Calliope que j'ai pris en exemple, j'ai observé qu'il y avait très peu de conversions sur les webinars qu'on a en ligne, qui sont les rediffusions du coup de ce genre de webinars qu'on fait. Très peu de personnes les consultent, on se demande pourquoi. Donc on a vu que sur le Hotjar, peu de personnes passaient sur la page, que sur la page, il n'y avait pas beaucoup d'interactions, qu'il y avait assez peu de conversions depuis le menu peut-être pour arriver sur cette page dédiée. J'ai fait, imaginons, des tests après des interviews avec des potentiels prospects qui, du coup, je vois qu'ils ne trouvent pas facilement quand je leur fais un protocole de test en disant, voilà, vous voulez consulter le dernier webinar présenté par Calliope il y a 2 semaines, vous voulez retrouver le replay. Voilà, je vous laisse, vous essayez de le retrouver. Et je vois qu'ils n'y arrivent pas, donc j'observe qu'ils vont dans le menu et qu'en fait, ils ne cliquent pas sur l'entrée que nous, on pensait exhaustive pour décrire cette page. Et donc, je reviens avec eux, ils n'y arrivent pas, et ils me disent, en fait, c'est ce mot-là, ça ne me parlait pas, je ne m'attendais pas à trouver les webinars ici, donc je pensais chercher webinar dans le menu quelque part et je ne l'ai pas trouvé. Donc moi, je vais concevoir cette page, je vais mettre critique, du coup, vous n'aurez pas les 3 niveaux, vous aurez juste critique parce que là, c'est bloquant, ils n'arrivent pas à atteindre la page et l'objectif que je souhaite. Les critères ergonomiques, je vais par exemple mettre guidage, compréhension. Et je vais prendre un screen du coup du visuel de la page pour situer dans le contexte, pour le restituer. Imaginons que je faisais l'audit pour Calliope. Et donc en description, je vais vraiment décrire le problème en disant, voilà, ce qu'on a observé sur Hotjar. On a vu donc peu de passages sur cette page, très peu consultés, peu de clics sur l'entrée du menu. Lors des interviews tests, on a vu que les utilisateurs, un utilisateur sur 5 uniquement arrive à remplir l'objectif. Conséquence, personne ne consulte le contenu, il n'est pas mis en avant, il n'est pas priorisé et on n'a pas de conversion derrière. Et donc mes recommandations, ça peut être tout simple, ça peut être du coup changer l'intitulé de l'entrée du menu pour que ce soit plus clair pour l'utilisateur. Et là, si j'ai creusé pendant les tests, j'ai pu rebondir et demander par exemple des idées de wording aux utilisateurs, aux clients,
pour que ce soit plus clair pour eux. Et donc là, de façon simple, on a potentiellement des pistes d'amélioration pour résoudre notre problématique. Et voilà. Et là, qu'on arrive à la fin, alors, je ne sais pas si je suis dans les temps, donc j'ai un petit peu dépassé. Donc voilà, donc pour simplifier un peu cette petite phrase pour contextualiser tout ce qu'on a vu ensemble là pendant ces 30 minutes, donc en s'appuyant sur le recueil de l'expérience de vos clients, il est possible d'identifier de façon concrète des leviers efficaces pour améliorer potentiellement votre conversion derrière. Et donc, on passe à la phase des questions. Et donc, je regarde, est-ce qu'on a quelques questions peut-être dans le chat? Alors, bonjour. Est-ce que cela peut être utilisé sur les applications mobiles? Sinon, est-ce possible d'y avoir quelque chose de similaire? Alors, pour les applications mobiles, si c'est des applications mobiles web, il me semble que oui, Hotjar, vous n'aurez pas de problématique à l'installer dessus. Par contre, j'ai un doute sur les applis mobiles type Apple, Android. Là, tout de suite, moi, j'ai pas de choses en tête. On n'a pas d'outils, d'autres outils qu'on utilise pour des applications mobiles, mais je peux me renseigner. Et potentiellement, on pourra peut-être voir pour le communiquer par la suite. Je vérifierai avec mes équipes de mon côté si on peut, par exemple, mettre ça en commentaire sur la communication par rapport au webinar, mais c'est intéressant comme question. En tout cas, pour les applis web, je sais qu'il n'y a aucun souci pour Hotjar. Et pour les tests, alors oui, aucune problématique. Les tests, on peut les faire sur tout support. Donc, si c'est une appli mobile, il n'y a aucun souci. On l'a déjà fait de façon assez récurrente. Donc, pour les tests, il n'y a pas de limite de format, de support ou autre. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Je ne sais pas si d'autres personnes en avaient, ou si même vous avez des remarques, peut-être sur certains points qui ont été partagés avec vous. Oui, voilà, c'est ça. Sur du phone mobile natif, ça ne fonctionne pas avec Hotjar, malheureusement. Ça serait bien une feature à leur faire remonter, d'ailleurs. Mais il nous restait quelques minutes, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que ça va être assez rapide. Alors, en concurrent, on a Content Square, je ne prononce pas très bien, mais qui est plus coûteux, où vous pouvez du coup potentiellement le faire sur des mobiles natifs. Donc, à Calliope, pour le moment, nous n'avons pas en tout cas. Alors, selon toi, quelle est la méthode de recueil de données la plus efficace? Modérée ou non modérée? Alors, c'est une bonne question. Alors, moi, malheureusement, je ne vais pas trancher parce que ça dépend, en tout cas pour moi, vraiment des cas. Il y a des cas, ça va dépendre aussi du budget client, du temps qui peut être alloué, de l'accès aux utilisateurs. C'est une des premières problématiques qu'on a en général sur nos projets. C'est l'accès aux utilisateurs. C'est-à-dire que si vos clients, vos utilisateurs, c'est du grand public, ça va potentiellement être plus simple. Si c'est des profils très spécifiques, des fois, ça peut être plus compliqué d'atteindre les utilisateurs. Donc, le test non modéré, comme je disais, ça va vraiment être pertinent à partir du moment où vous avez au moins, nous, on recommande au moins 50 personnes qui peuvent répondre à votre test. Donc, vous partagez le lien au moins 50 personnes ou plus. Donc, dans les cas où les cibles, c'est du grand public, ça va être beaucoup plus simple puisque vous avez, soit vous pouvez du coup recruter, passer par un système de recrutement, que ce soit par nous ou par exemple, nous, on utilise aussi Tandems des fois pour recruter nos panels d'utilisateurs. Et là, vous balancez le lien à la listing des utilisateurs que vous avez dans votre panel et les personnes répondent. Ou alors, on a eu le cas où c'était du grand public et notre client sur les réseaux sociaux a pu partager le lien et ceux de leurs clients qui souhaitaient répondre le pouvaient. Or, quand on a un timing plus serré ou des fois plus petit budget ou plus de difficultés à atteindre ses clients, je ne sais pas, imaginons que vous avez un produit à destination uniquement des médecins. Ça va être plus compliqué de recueillir un large panel de médecins. Donc, par exemple, on va peut-être plus s'orienter sur du test modéré. Donc voilà, il n'y a pas une méthode qui pour moi est meilleure que l'autre. Elles sont meilleures suivant le contexte en fait et vos objectifs et le temps qui peut être alloué. Et en général, nous, ce qu'on recommande dans un monde idéal où vous avez, imaginons, budget limité, temps limité et tout est possible, c'est vraiment de coupler les deux. Parce que vous n'allez pas avoir la même type de données et elles vont souvent de pair. Parce que la problématique dans un test qualitatif, c'est que vous avez un panel plus restreint.
Donc même si après on peut partir là-dessus comme base, pour imaginer les problématiques, lister les points de friction, c'est un panel plus restreint. Donc de fait, ça va être un peu plus, biaisé parce que vous n'allez pas avoir un large panel d'avis d'utilisateurs pour vraiment recouper vos données. Mais en même temps, vous allez pouvoir creuser beaucoup plus les sujets. Alors que le non modéré, par contre, c'est l'inverse. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir rebondir en live sur des frustrations, des problématiques spécifiques qui, des fois, sont pourtant très intéressantes. Parce que là, vous faites vraiment du quantitatif. Donc, c'est du large avec plutôt, en général, des questions ouvertes, même si des questions fermées, pardon, même si on peut mettre des questions ouvertes pour recueillir un peu de qualitatif derrière. Donc, j'espère malgré tout que j'ai répondu à cette question. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre. Ah oui, Thomas. Quels sont les coûts d'un audit Hotjar? Alors là, j'ai pas le prix en tête, mais en général, c'est au-dessus de. Alors, Floriane, tu pourras me corriger dans le chat si je dis une bêtise, mais je crois que c'est aux environs de 10 000 euros, quelque chose comme ça, puisque c'est une semaine entière de travail, une audit complète. Donc, non, ça. Oui, je pars du principe que c'est sur un gros site ou qui est un produit digital très complexe, mais ça va vraiment varier au niveau de la complexité potentielle produit. Oui, c'est ça, minimum une semaine de travail, donc 5 jours. Alors, je ne sais pas s'il y avait une autre question potentiellement, comme il reste un peu de temps. Eh bien, si on n'a plus d'autres questions ou d'autres remarques, je propose de vous libérer. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à ce webinaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn également. Donc, Sabrina Letté à Calliope. Je suis facile à trouver si vous avez besoin peut-être de questions complémentaires ou des choses qui vous viennent par la suite. Très bonne journée à tous. Au revoir. Et si certains veulent répondre au petit sondage qui a été mis en ligne par ma collègue, n'hésitez pas.